Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la poésie et la magie de la migration d'oiseaux majestueux qui, depuis une quarantaine d'années, ont su tirer profit d'un équipement qui ne leur était pas du tout destiné au départ. Nous sommes à Outines, dans la Marne, à la limite de la Haute-Marne, au siège de la LPO Champagne-Ardenne, à proximité immédiate du plus grand lac artificiel d'Europe, le lac du Der Chantecoq, où nous avons été salués dès notre arrivée par le cri si caractéristique des grues cendrées. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Aurélien Deschâtres, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Outines. Alors c'est vos locaux de la LPO qui sont installés dans l'ancienne MOP. La MOP, pour celles et ceux qui se souviennent, c'est la fameuse maison de l'oiseau et du poisson qui a été rebaptisée depuis. Ça pourrait faire l'objet d'un reportage tant le site. Il y aurait des choses à dire sur ce projet, sur cette action muséographique qui est plus ou moins tombée à l'eau. Mais c'est pas le sujet. Le sujet avec vous, Aurélien Deschâtres, c'est la grue cendrée, puisqu'elle a commencé ici sur le Der depuis le 15 octobre à peu près, et ça va durer jusqu'au fin novembre. On ira avec vous tout à l'heure sur le site de Chantecoq pour voir précisément l'arrivée des grues cendrées pour s'installer pour la nuit. Mais avant d'aller sur le terrain avec vous, Aurélien Deschâtres, j'aimerais que vous nous évoquiez, que vous nous présentiez non seulement la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO au niveau national, et puis peut-être plus particulièrement la LPO Champagne-Ardenne. Alors, la LPO France, est une association donc nationale, donc qui compte environ 45 000 adhérents. Donc, ça en fait une des plus importantes de France. Tiens, c'est rigolo, c'est presque autant de grues cendrées sur le lac du Der. Oui, c'est aujourd'hui en tout cas, parce que la grue cendrée varie plus vite que le nombre d'adhérents à la LPO, ça c'est sûr. Donc, une association qui a des représentants, soit à l'échelle départementale, soit à l'échelle régionale. Donc, nous ici, alors régional, c'est un bien grand mot maintenant, puisqu'on n'est plus Champagne-Ardenne, mais en tout cas, la LPO est restée Champagne-Ardenne, avec son nom d'ex-région. Donc on couvre bien les 4 départements, donc Ardennes, Marne, Aube et Haute-Marne. Et donc on a 2 grands pôles d'activité. Donc la conservation de la nature, donc on a une équipe de salariés donc, qui travaillent sur la gestion de sites, des études d'impact, des protections d'espèces, des recensements. Et un pôle animation, donc très important également. Donc sensibilisation du public et notamment grâce à nos animatrices salariées du jeune public. Donc beaucoup d'interventions dans les écoles. Alors je disais, vous êtes très bien installé. On a toujours l'image un peu vieillotte et complètement dépassée des associations de protection de la nature installées dans des fonds de grange. C'est plus du tout le cas ici. Vous êtes très bien installé. Vous avez réinvesti une partie de cette ancienne MOP qui, je crois, je disais tout à l'heure, a été rebaptisée fort heureusement. Oui, on l'appelle aujourd'hui donc le site d'Air Nature. Donc actuellement, seule la LPO est présente dans les bâtiments. Combien de salariés aujourd'hui à la LPO Champagne-Ardenne, Aurélien Deschâtres? Donc pour toute la LPO Champagne-Ardenne, donc les 4 départements, donc on a 15 salariés basés ici et on a un peu autour de 1000 adhérents, dont on va dire un gros noyau de 150 personnes qui sont très actives. Et donc qui nous aident, que ce soit dans les animations, les actions de protection, des constructions de nichoirs, des suivis d'espèces. Donc vraiment insister là-dessus, puisque la LPO sans ces bénévoles ne serait pas la LPO en fait. Et puis bien sûr aussi, j'imagine, toujours aussi en recherche de nouveaux adhérents, de nouveaux bénévoles. Quelle est la tendance actuelle, j'allais dire, de nos concitoyens à l'égard des oiseaux en particulier et de la nature en général? Est-ce que les effectifs sont plutôt à la hausse? J'espère que l'opinion publique prend conscience de plus en plus des problèmes environnementaux, ce qui ne se traduit pas forcément par des adhésions à nos associations, notamment pour des raisons tout simplement budgétaires, je pense, financières, avec les crises qu'on connaît, puisque nous, notre nombre d'adhérents stagne, voire baisse un petit peu ces dernières années. Donc on voit que c'est pas forcément en lien avec ce qu'on entend dans les médias, puisque c'est vrai que dans les médias, on a l'impression en tout cas qu'on parle de plus en plus des problèmes environnementaux, peut-être parce qu'ils s'aggravent tout simplement.
Quels sont aujourd'hui les enjeux auxquels vous êtes confronté, Aurélien Deschâtres, ici en Champagne-Ardenne en particulier? Eh bien, c'est un peu partout en France, en fait, hein. C'est la modification des habitats. Hein, on a beaucoup parlé de Alors, la quand on parle d'habitat, évidemment, quand on parle de nature, ce sont les milieux naturels, tout évidemment. à fait, oui, les milieux naturels. Et c'est sûr que ils ont beaucoup payé un lourd tribut avec la forte modification agricole. Mhm. Donc, on nous dit souvent que bon, bah, c'était plutôt dans les années 60, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est toujours encore le cas. Hein, on a encore des modifications paysagères en Champagne-Ardenne dues à une intensification agricole. Mhm. Donc, nous, Ça veut c'est dire vrai quoi? que Ça veut dire qu'on fait disparaître les prairies naturelles au profit du maïs, notamment? oui, par exemple, Mhm. même pas que le maïs maintenant, hein, on s'est adapté. Ici, avant, on ne cultivait pas tellement autour du DER, on ne cultivait pas tellement de céréales Mhm. parce que les terrains étaient trop humides. Bon, aujourd'hui, les engins agricoles le permettent, c'est une avancée pour le monde agricole, permettent la culture du blé. Et d'ailleurs, ça peut poser des soucis puisque la grue cendrée va manger les semis de blé. Mhm. Comment ça se gère sur le terrain? Parce qu'évidemment, vous êtes au front, j'allais dire, en tant que chargé de mission LPO Champagne-Ardenne, Aurélien Deschâtres, vous êtes au front, vous voyez ces modifications au quotidien, vous êtes également en contact avec le monde agricole. Comment ça se passe sur le terrain? C'est de l'affrontement, c'est de la négociation, c'est de la persuasion, c'est tenter d'expliquer les choses. Et est-ce que les choses, malgré tout, alors visiblement d'après votre propos, pas trop, est-ce qu'on peut imaginer un changement de tendance, hein? Bah, tout d'abord, il faut déjà avoir le moral pour travailler en association de protection de la nature, puisqu'on voit souvent des choses qui vont pas forcément dans le bon sens. Donc nous, évidemment, comme on y est sensible, pour le moral, des fois c'est un petit peu dur de rentrer le soir chez soi, parce que le bilan de la journée n'a pas été très positif dans ce qu'on a appris, quoi, dans les actions qu'on a pu mener. Mais il faut garder évidemment la foi, et c'est vrai qu'on a quand même des bonnes nouvelles. Il y a déjà, tous les agriculteurs sont pas tous les mêmes. On a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui ont une conscience écologique marquée, Mhm. même parfois presque plus forte que nous. Hein. C'est assez impressionnant et c'est très agréable de travailler avec des gens comme ça. On a par exemple un agriculteur sur la ferme aux grues qui justement est très sensible à ces questions. Il vient de se mettre à l'élevage, il ouvre un atelier lait. Enfin, c'est vraiment, il est à contre-courant en agriculture biologique. Il est à contre-courant des agriculteurs du village. Il passe un peu pour un fou d'ailleurs. Et c'est lui qui nourrit les grues en février. Donc, on organise un agrénage. En même Et temps, est-ce donc, que en c'est plus, il pas un nourrit les grues. peu un contre-exemple précisément? C'est-à-dire qu'il est tellement à la marge que il est d'exception qui confirme la règle. Mais il faut espérer que ces exceptions, puis c'est à celle-ci qu'on s'accroche, hein, parce Mhm. que de discuter avec quelqu'un comme lui, très jeune en plus, qui se lance, enfin, c'est vraiment bon pour le moral. Et il faut espérer qu'il va y avoir un effet d'entraînement et un renouvellement du monde agricole aussi, de jeunes qui arrivent Mhm. et qui peut-être auront plus conscience de certains problèmes. Mhm. Est-ce que le soutien, malgré le fait que ça ne se traduise, d'ailleurs c'est surprenant, on comprend bien que on est dans une situation économique difficile, mais c'est pas peut-être les quelques euros de cotisation à la LP. On peut s'interroger sur le pourquoi de ce baisse sensible ou en tout cas visible du nombre d'adhérents à la LPO. Aurélien Deschâtres, qu'est-ce qu'il faudrait pour que voilà, le public prenne conscience et peut-être vous aide, vous LPO, à mener des actions concrètes et faire en sorte que les choses changent précisément? Peut-être que le public ne se rend pas compte que en fait le nombre de personnes, parce que souvent une personne n'adhérera pas à la LPO parce qu'elle va se dire bah, de toute façon j'ai pas le temps d'aider. Mhm. Mais c'est pas forcément ça qu'on demande, même si le noyau de bénévoles actifs est très important. Le fait d'être nombreux, de pouvoir dire eh bien nous ici on est tant. C'est ça en fait que l'élu regarde en premier. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mhm. Un adhérent, c'est un vote quelque part. Donc la LPO est apolitique évidemment, mais pour peser sur les décisions politiques à différentes échelles, il est nécessaire d'être nombreux derrière. Ce que Donc disait le même, général de Gaulle, la LPO, combien de divisions? oui, mais c'est vrai que donc même si on ne peut pas aider, le soutien C'est financier, déjà une aide. qui en plus, je le précise, est déductible des impôts, pour le moment en tout cas, il faut en profiter. Et donc ça c'est intéressant, le soutien financier et le soutien par le nombre surtout. Mhm. Vous évoquiez, Aurélien Deschâtres, la ferme aux grues. Oui, alors la ferme aux grues, c'est quelque chose de très ancien, hein, puisqu'elle est née en 91. Donc elle est née par la problématique en fait qu'avaient les grues à l'époque, alors qui étaient pourtant beaucoup moins nombreuses, puisqu'à l'époque, quand il y avait un troupeau de 1000 grues sur le DER, c'était déjà un événement. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, on est sur 50 000, par exemple, dimanche dernier. Donc c'est vraiment très important. En fait, elles ont commencé à poser des soucis avec le monde agricole, notamment lors de la migration de printemps, puisque ça coïncide souvent
la migration des grues avec les premiers semis des agriculteurs. Et donc, évidemment, il y avait des tensions. Donc, pour résorber en partie ce problème, la LPO a décidé de mettre un point d'agrénage, donc avec un observatoire ouvert au public, pour que le public en puisse profiter du spectacle. C'est-à-dire que concrètement, l'agriculteur, en l'occurrence, venait disperser des graines de maïs pour inciter plutôt les grues cendrées à venir manger là plutôt que dans les terrains où c'était destiné à pousser plus tard. Voilà, c'est ça le principe. On nourrit entre le 15 février et début mars, donc uniquement à la migration de printemps. On nourrit pas tout l'hiver, on n'aurait pas de toute façon les moyens financiers de le faire. Et on se dit que tout ce qui est mangé sur cette parcelle, alors le maïs, c'est vrai qu'historiquement c'est du maïs, là on est en train de les faire évoluer sur un autre menu. D'ailleurs elles mangent bio, pour la petite histoire, alors que les enfants de la cantine du village ne mangent pas bio encore, mais les grues sont passées au bio, donc c'est important de le signaler. Et donc tout ce qui est mangé dans cette parcelle n'est pas mangé autour, donc c'est tout bête comme raisonnement, mais on pense que ça marche. Pour autant, 1000 grues, disiez-vous, posaient plus de problèmes que les 50 000 d'aujourd'hui. Comment ça se fait? Ah non, alors aujourd'hui, on n'en a pas parlé encore, mais les tensions avec le monde agricole sont quand même réelles, pour plusieurs raisons. Donc effectivement, l'augmentation de la population de grues est nette, donc toujours pareil, parce qu'elle a été chassée, et donc elle revient à des effectifs plus normaux. C'est pas une explosion démographique inexpliquée, il y a une raison évidemment à cela. Deuxièmement, parce que les pratiques agricoles ont changé. Donc quand on retourne un herbage et qu'on met un blé à la place, on augmente le risque de destruction. Les semis ont lieu plutôt maintenant à l'automne, alors qu'avant ils avaient lieu en février. Donc on a maintenant une période, à la place d'avoir 3 semaines, 1 mois de période critique, on a plusieurs mois de période critique, donc forcément ça augmente. Et également un changement de pratique. Par exemple, avant on laissait les chaumes de maïs. En hiver il y avait des labours, et on laissait ces chaumes de maïs qui agissent vraiment comme des aimants pour les grues cendrées, puisqu'elles viennent ramasser les grains perdus, donc aucune perte pour l'agriculteur, parce que c'est des grains qui sont perdus par la machine. Et aujourd'hui, ces chaumes de maïs sont très rapidement retournés et ressemés tout de suite. Et donc, ça fait une denrée en moins et en plus une prédation sur le blé ou l'orge. Eh bien, de belles perspectives pour vous, Aurélien Deschâtres, à la LPO Champagnelle. Mais peut-être que le mieux, c'est encore d'aller les voir directement sur le terrain, puisque on avance dans l'heure et qu'elles sont sur le point de rejoindre leur dortoir ici sur le lac du Der-Chantecoq. Il me suffirait d'un jour pour venir à ton secours et te faire croire que chez les fous, un fou se fout pas de fou. Il me suffirait d'un signe, d'un bout d'aiguille du fil, afin de raccommoder tes petites guenilles de papier. Mais si tu me tends, tu et dans ma danse des rues, mon cœur grandit. Mais si je tâtonne, je tue, et la danse des rues me fait taire un peu plus. Il me suffirait de croire de quitter mon orchestre un soir, mais je suis bien trop accroché à mon petit pupitre des chassiers. Il me suffirait d'une heure pour effacer mes erreurs, afin de rafistoler des petites ballerines de cuvée. Mais si tu me tends, tu tues, et dans la danse des rues, mon cœur grandit. Mais si je tâtonne, je tue, et la danse des rues me fait taire un peu plus. Mais si je tâtonne, je tue, et la danse des rues me fait taire un peu plus. Aurélien Deschâtres, on vient d'arriver là sur le site de Chantecoq avec juste en face de nous le lac du Der qui est
plutôt, j'allais dire, à marée basse. Oui, en ce moment, c'est la période où il est justement vide, hein, donc c'est un fonctionnement normal. C'est totalement normal, puisqu'en fait, le lac du Der se vide actuellement pour pouvoir prendre les eaux en excès. Mhm. Alors en excès pour l'homme, évidemment, hein, pour éviter des inondations de la Marne et donc de la Seine. C'est le but final, c'est de réguler le niveau de la Seine. Alors, vous êtes équipé, vous, évidemment, en bon ornithologue avec votre longue vue, mais vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive ici sur le site de Chantecoq, évidemment, parce que c'est l'heure de retour des grues cendrées. Oui, le lac du Der, c'est un site qui est maintenant bien connu par les amateurs d'oiseaux, et pas que, hein, même le grand public donc s'intéresse beaucoup à l'espèce. Et donc effectivement, à cette heure-ci de la journée, donc la nuit va bientôt arriver, et donc les grues, eh bien traditionnellement, reviennent des zones où se sont alimentées dans la journée pour passer la nuit sur le Der dans les dortoirs. Elles vont loin depuis leur dortoir ici sur le lac du Der. On les retrouve jusqu'à quelle distance du lac du Der? Alors c'est variable. En début de saison, elles vont se nourrir plutôt près du lac, puisque tant que il y a suffisamment de nourriture, en fait, elles n'ont pas besoin d'aller trop loin. Par contre, ce qu'on observe, c'est sur les grues hivernantes. Donc elles vont beaucoup plus loin, puisque la nourriture se raréfiant, elles peuvent aller jusqu'à une quarantaine de kilomètres pour s'alimenter tous les jours. Combien de grues aujourd'hui, ou aujourd'hui en particulier, parce que je crois que vous les suivez au jour le jour, combien de grues sont présentes, par exemple, aujourd'hui sur le lac du Der? On les suit au jour le jour, c'est vrai. Par contre, on n'a pas un comptage sur le lac du Der au jour le jour. On compte uniquement le dimanche et c'est déjà beaucoup, puisqu'il faut mobiliser des bénévoles tôt le matin, puisqu'on compte justement dans le sens inverse, hein, quand les grues s'en vont du lac, des dortoirs. Et donc, dimanche dernier, on était à peu près 50 000 grues, donc ce qui est un effectif qui devient classique maintenant, mais qui est un bel effectif. Alors, on va se rapprocher, puisque là, on est sur le parking. Peut-être embarquer votre longue vue, Aurélien Deschâtres, et puis on va suivre. Alors, c'est presque un peu un mouvement de foule, pas tout à fait, mais il y a quand même des dizaines de personnes. Ce sont des locaux, ce sont des gens qui viennent quelquefois de loin. Alors, ça dépend des saisons. Pendant les vacances scolaires, c'est vrai qu'on a beaucoup de Français, du coup, qui viennent, alors pas que de la région, hein. Bon, il y a le touriste local, évidemment, mais il y a aussi des gens qui viennent de différentes régions de France. Et là, en ce moment, on a remarqué qu'il y a une grosse arrivée d'étrangers, donc en particulier des Belges, des Allemands, mais aussi des Pays-Bas. Alors, on voit bien sûr des grues cendrées, c'est l'oiseau emblématique du lac du Der, mais pas que. Quelles sont les autres espèces qu'on peut observer aujourd'hui sur le lac du Der en cette saison? Le lac du Der, il faut bien garder à l'esprit effectivement que c'est un site majeur de l'ornithologie en Europe. Donc pour la grue, c'est clair que c'est le premier site européen. Mais par contre, c'est vrai que tous les migrateurs en fait liés aux zones humides d'intérieur donc sont présents sur le Der. Donc actuellement, on peut citer bien les oies cendrées, les oies rieuses qui sont bien arrivées. D'ailleurs, on en a une là qui nous survole au-dessus, donc une oie cendrée. Donc ça aussi, c'est un oiseau qui attire les gens pour l'observation. Et puis on voit que les gens sont très équipés. Alors on pourrait leur poser la question, bien sûr, est-ce que ce sont tous des ornithologues ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont tout simplement curieux du spectacle et qui peut-être découvrent pour certains pour la première fois la grue cendrée? Ce qui est sympa sur la grue cendrée, c'est que justement c'est un spectacle qui est ouvert à tous, puisque c'est un oiseau peu discret, en tout cas pendant les périodes de migration, donc pendant les périodes de présence en France, puisqu'elle fait des cris, etc. Et ses vols sont spectaculaires, et donc beaucoup de gens en fait sont survolés là où ils habitent, puisque la grue survole quand même une grande partie du territoire français. Mais ici, ils peuvent venir justement les observer poser. Alors, le lac du Der n'a pas toujours été, en tout cas, alors ça dépend des périodes, bien sûr, ce lieu d'accueil majeur pour la grue cendrée. Il a quand même été rapidement colonisé, tout simplement parce que l'homme a eu la bonne idée, je dirais, de le construire au bon endroit. Puisque si on regarde d'où elles viennent... C'était pas le but au départ. Non, bien sûr. Certaines personnes, d'ailleurs, pensent que le Der a été créé pour les oiseaux. Évidemment, c'est pas du tout le cas. Mais comme les grues viennent d'Allemagne du Nord et se rendent en Espagne, si on trace une ligne droite, en fait, la ligne passe par la Champagne humide, donc là où on se trouve aujourd'hui. Et donc, le lac a été construit ici parce qu'on a des terres très argileuses qui retiennent naturellement l'eau. Et donc, bien sûr, il n'y a pas eu besoin, pour retenir l'eau du lac, de faire des aménagements particuliers, à part des digues. Et certaines d'entre elles passent tout l'hiver ici sur le lac du Der. Oui, on a un phénomène, donc ça a mis un petit peu plus de temps à venir, mais après quelques années donc de fréquentation uniquement pendant les haltes migratoires, on a donc un phénomène d'hivernage qui s'est développé, et aujourd'hui on a entre 15 et 20 000 grues qui stationnent tout l'hiver chaque année. C'est aussi parce qu'elles trouvent dans la nourriture. Oui, les deux points importants qu'il lui faut, c'est un site majeur, donc un site si possible dégagé, avec de grandes étendues d'eau, mais pas trop, donc puisqu'il lui faut ces fameux îlots qu'on voit là apparaître. Plus le lac recule, plus les îlots sont favorables et nombreux. Donc là, j'installe mon dortoir, et donc j'ai une grande vision lointaine, donc je peux voir loin et
ça peut me permettre de voir éventuellement alors un prédateur, c'est un bien grand mot car elle en a très peu, mais en tout cas tout dérangement, toute intrusion humaine, notamment dans le DER qui est interdite. Mais si ça arrive, les grues voient arriver la personne de très loin. Le prédateur naturel de la grue cendrée? Alors c'est plutôt lorsqu'elle est à l'état de poussin, donc dans les pays de reproduction, donc essentiellement en Europe du Nord. Donc là évidemment elle peut être prédatée par le renard polaire par exemple. Chez nous elle a très peu de prédateurs, si ce n'est sur le DER, on peut citer quand même le fameux pigargue à queue blanche, donc qui est vraiment un rapace où des personnes viennent de loin pour le voir, puisque c'est un des seuls endroits en France où on le voit, où on l'observe. Donc il faut savoir que c'est un rapace, donc comme une buse si on veut, mais avec la même envergure que la grue. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et il lui arrive, alors c'est pas tous les jours, hein, mais de capturer un individu, alors souvent un jeune ou un oiseau blessé, un adulte blessé, pour sa consommation. On va vous laisser installer votre matériel, Aurélien Deschâtres, et puis on va bien sûr profiter du spectacle, nous aussi. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ce qu'il y a d'extraordinaire, Aurélien Deschâtres, c'est de les voir évidemment à travers la longue vue, parce qu'on s'aperçoit, comme si on était devant elle. C'est un oiseau qui est quand même assez impressionnant. Oui, alors les gens arrivent souvent sur le DER, pas forcément équipés, évidemment, tout le monde n'a pas une longue vue. Et comme le DER fait 4800 hectares, il est clair que les grues ne sont pas forcément en pied de digue. Donc la longue vue permet quand même de s'approcher de l'oiseau. Et c'est vrai que c'est un oiseau remarquable, puisqu'on a un des plus grands d'Europe, 1,20 m de haut, 2 mètres à 2,40 m d'envergure. Donc ici, en ce moment, on a une petite... alors, on ne sait pas trop son origine, hein, ça peut être un échappé de captivité, mais on a un pélican frisé, qui, lui, est plus grand que la grue en envergure, mais ça reste un oiseau pas très à sa place ici. Alors, je ne sais pas si on peut s'apercevoir, j'imagine que oui, à la longue vue, que certaines grues sont baguées. Oui, donc un programme de bagage, alors ça, c'est réalisé, bien sûr, sur les zones de reproduction, puisqu'il faut que l'oiseau soit suffisamment grand pour pouvoir avoir une patte un peu adulte, donc pour avoir une bague adaptée, mais pas trop grand pour ne pas qu'il vole encore, puisqu'en fait ça se fait à la capture, donc il faut courir après. Donc elle a des grandes pattes, donc c'est assez folklore, je pense. Je l'ai jamais fait évidemment, mais j'ai vu des images et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc ces oiseaux équipés, effectivement, donc la patte gauche nous donne le pays. Donc ça, c'est quand même une information intéressante. Et la patte droite donne son prénom quelque part, donc ça individualise l'oiseau. Quel est le statut aujourd'hui de la grue cendrée à travers déjà toute l'Europe? Et est-ce que, j'imagine qu'elle est aujourd'hui protégée, bien sûr en France, mais aussi ailleurs et partout dans le monde? La grue cendrée, alors c'est une espèce uniquement européenne, on la trouve qu'en Europe. Alors effectivement, elle est protégée puisqu'elle a été longtemps chassée jusqu'au milieu des années 60. Hein, elle a été exterminée puisqu'elle nichait sur toute la France. Et donc l'homme a réussi. Dans les années 60. Oui, donc l'homme a réussi à l'exterminer sur certains pays, dont la France. Et donc son aire de répartition est remontée vers le nord. Mais depuis, donc elle est entièrement protégée sur l'ensemble de l'Europe. Et donc que ce soit sur ces zones de reproduction, d'hivernage ou de halte migratoire, donc pour une espèce, c'est l'idéal. Lorsqu'elle était encore chassée, ça veut dire aussi qu'on la mangeait? Oui, c'était un oiseau qui était consommé. Beaucoup de choses étaient consommées d'ailleurs à l'époque. Au même titre que l'outarde canepetière, dont Oui. on dit que la chair est savoureuse. Voilà. On n'aura pas goûté. Vous avez un beau vol là qui est en train d'arriver. Alors, les ornithologues ont une qualité extraordinaire, c'est d'être capable de compter en vol le nombre d'oiseaux. Combien là, Aurélien Deschâtres? Ah, alors je vais pas être très précis, on peut faire une estimation parce que là on pourrait les compter presque, oui, 10 par 10 on va dire. On va dire que là on a eu un petit paquet de 200, 250. Alors dans ce groupe qui vient d'arriver, Aurélien Deschâtres, déjà bien sûr ce vol caractéristique en V, mais arrivé tout au bord du lac du Der, eh bien ce groupe s'explose et ils vont se poser un peu chacun pour soi. Oui, une des questions les plus posées par les gens, c'est de savoir si justement le groupe qui arrive ce soir sera le même qui va repartir demain. Et en fait, vous avez fait l'observation vous-même, ce ne sera pas le cas puisque effectivement le groupe explose. Alors ce qui est sûr, c'est qu'un groupe, c'est une addition de famille. Donc à l'automne, les parents voyagent avec leurs jeunes, alors un ou deux, hein, c'est un oiseau qui fait peu de jeunes parents. Et donc là, par contre, on reste en famille à l'automne. Et donc demain matin, elles repartiront en famille avec un autre groupe, avec d'autres familles pour former un nouveau groupe. Combien de temps les jeunes restent avec les parents? Alors les jeunes voyagent donc avec les parents à l'automne, donc on considère que c'est là où ils apprennent le trajet migratoire. Donc ils passent l'hiver avec les parents. Alors après, il se peut qu'un jeune se perde, hein, alors c'est pas grave, il se rattache à d'autres groupes de grues. Et par contre, au printemps, les adultes voulant aller se reproduire donc remontent en février et début mars, donc vers les zones de reproduction d'Europe du Nord. Et là, par contre, c'est là où l'émancipation doit avoir lieu. En fait, si on prend une image, les adultes ne veulent pas s'encombrer de jeunes ados prépubères qui demandent une mobilette. On les comprend. Voilà, alors qu'elles sont déjà capables de se débrouiller toutes seules. Et comme elles vont élever de nouveaux jeunes, eh bien, il vaut mieux pas être trop nombreux pour que la nourriture soit en priorité pour les petits.
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec vous, Aurélien Deschâtres, chargé de mission à la LPO Champagne-Ardenne, ici sur le site de Chantecoq, au bord du lac du Der, qui est très très bas là en ce moment. On en voit d'ailleurs l'immensité avec et puis ces grues qui arrivent par paquets. On vient de voir un vol de combien, 150, 200. Oui, à peu près ça. C'est un grand groupe, c'est un petit groupe. C'est un vol normal. Après, on a toutes les tailles de vol, hein. Des grues peuvent arriver toutes seules, comme on peut en avoir des milliers. Si notamment il y a un dérangement dans les champs, sur une parcelle, notamment agricole, où il y avait beaucoup d'oiseaux, si tout s'envole d'un coup, ça peut faire un gros vol d'un coup, quoi. Alors, à la fois le cri qu'on reconnaît, qui donne d'ailleurs, j'imagine, le nom à l'espèce et au genre et à l'espèce, hein, grus. C'est ça, oui. Pour une fois, c'est moins compliqué que le Puyo Véloce. Est-ce qu'on sait, Aurélien Deschâtres, pourquoi elle vole comme ça en V, en formation quasi militaire? Alors, on ne sait pas tout. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne savent pas faire les autres lettres de l'alphabet. Donc, elles font essentiellement le V et un petit peu le W tout de même. Donc, plusieurs explications à cela. Donc, la fameuse explication du l'oiseau est devant, il abrite un peu les autres à l'arrière. Hein, si on compare souvent aux cyclistes, alors c'est pas tout à fait ça, mais pour l'image, on va dire que c'est à peu près ça. Mais sinon, pourquoi les cigognes ne le feraient pas? Les cigognes ne volent jamais dans ces formes géométriques. Tout simplement peut-être parce que les cigognes ne volent que le jour et les grues volent aussi la nuit. Donc ce V, ça permet de voler en groupe, de nuit. Elles n'ont pas une vision nocturne, hein, donc elles ne se voient pas la nuit. Et donc je me décale aussi pour voir devant. Donc ce V se forme naturellement et ça m'évite de mettre des coups d'aile à mes collègues à côté, quoi. En même temps, le groupe est quand même très soudé, très dense. On pourrait se dire, après tout, on pourrait voler un peu chacun de son côté. C'est le cas de beaucoup d'espèces en fait qui sont plutôt uniquement en couple lors de la période de reproduction et qui, durant la période de migration et d'hivernage, va former donc de grandes bandes, hein, ces grandes bandes sociales avec de nombreux cris de contact donc qui maintiennent la cohésion du groupe. Tout simplement, c'est pour des raisons qu'on expliquait tout à l'heure. Hein. C'est plus on est nombreux, plus s'il y a un danger qui approche, il y a de chances que le danger soit vu tôt. Alors, vous êtes, je disais, Aurélien Deschâtres, chargé de mission ici à la LPO. La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, est très présente sur le lac du Der. Vous avez également de nombreuses activités d'animation et de sensibilisation du public qui vient ici naturellement, bien sûr, sur le lac du Der. Oui, on se sert de la grue cendrée, qui est une espèce qui se porte aujourd'hui plutôt bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces, hein, loin de là. C'est même plutôt des exceptions, je dirais. Les oiseaux d'eau se portent plutôt bien d'une manière globale, mais c'est vrai que d'autres espèces, les espèces des milieux agricoles, etc., se portent beaucoup moins bien. Et donc la grue cendrée, c'est une porte d'entrée, puisque ça attire beaucoup de monde, des gens qui ne sont pas forcément naturalistes. Et donc là, nous, LPO Champagne-Ardenne, ça nous permet de sensibiliser les gens à la grue cendrée, au respect du site du Der, mais pas que, d'aller aussi plus loin, de faire chacun dans son jardin, par exemple, un petit peu pour la biodiversité, parce que si tous les jardins s'y mettaient, ça ferait des surfaces énormes. Alors, on sait aussi que la LPO est une des plus grosses associations françaises, si ce n'est la plus importante, au moins en termes d'adhérents, mais comparativement aux associations naturalistes, et en particulier ornithologiques anglaises, par exemple, ça reste malgré tout très modeste. Comment vous expliquez cette différence d'intérêt et ce faible d'intérêt des Français pour leur patrimoine naturel comparativement à d'autres pays comme l'Angleterre? Ça doit être une différence de culture, c'est vrai que je ne me l'explique pas forcément, moi j'ai toujours connu ça aussi, donc voilà, c'est un fait. Nous on essaie de faire en sorte que de plus en plus de personnes soient sensibles à ces questions, sans pour autant nous rejoindre, mais au moins être sensible à ces questions, puisque c'est ça qui va faire peser dans la balance, notamment dans les décisions politiques. Alors justement, tiens, puisqu'on parle des politiques, vous en parlez, Aurélien Deschâtres, est-ce que les élus ici dans la région sont sensibilisés au-delà du spectacle? Après tout, ce sont aussi des humains. On peut espérer qu'ils aient une certaine sensibilité à la beauté du spectacle. Est-ce qu'il vous arrive de croiser ici des élus venus en famille admirer le spectacle? Et est-ce que les élus, de façon générale, sont sensibles à la protection du site, et notamment en faveur des grues cendrées? Le lac du Der est connu pour son tourisme d'été, les activités nautiques. Évidemment, à cette époque, le Der est plein. La nouveauté, c'est qu'on a un public d'automne, donc qui au départ était plutôt disparate et qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. On le constate vraiment depuis 5-6 ans maintenant. On a vraiment du tourisme, je dirais pas de masse, on n'est pas sur la Côte d'Azur, mais pour la Champagne-Ardenne, oui, pour le secteur de Champagne humide, c'est vrai qu'ici il n'y aurait pas les grues en hiver, le Der, il n'y aurait personne en fait, tout simplement. Donc ça permet quand même une deuxième saison touristique et c'est vrai que petit à petit, on constate que les offices de tourisme, les élus locaux commencent à prendre conscience qu'il y a quand même un intérêt économique et pas que naturel d'avoir la présence de cette espèce remarquable sur le site et dans un milieu un peu dépaysant
au milieu de la Champagne. On s'attend pas à voir une étendue d'eau de cette manière. En même temps, on est dans la Champagne humide. Oui, Champagne humide, toujours pareil, hein, plutôt pour son... Alors, le fait qu'il pleuve un petit peu plus par ici qu'ailleurs, mais aussi parce qu'on a les sols argileux. Est-ce qu'on peut imaginer un développement touristique, même si les deux termes ne sont pas forcément très heureux, mais est-ce qu'on peut imaginer que, eh bien, on profite effectivement économique de la présence des grues cendrées, pas seulement, sans pour autant leur porter atteinte? C'est justement l'équilibre que la LPO cherche à avoir respecté. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir des aménagements de plus en plus nombreux qui ne tiennent pas forcément compte de l'intérêt justement du site aussi pour les oiseaux. Donc le DER pour l'instant se débrouille plutôt bien puisque les activités sont plutôt bien réparties. Le DER est partagé en fait. Mais par contre, ce qu'il faut aussi voir, c'est que le DER c'est bien, mais il faut aussi autour avoir un environnement préservé. Donc ici, on dit qu'on est dans le bocage champenois. Et si on regarde autour du lac, le bocage champenois existe de moins en moins, puisque malheureusement, les prairies sont toujours retournées avec la difficulté des éleveurs. On a des suppressions de haies, donc qui sont néfastes pour beaucoup d'espèces du milieu agricole. Donc, vous voyez, il faut quand même rester vigilant. Il ne faut pas juste une grande piscine qu'est le lac du Der. Si autour, il n'y a rien, ça ne marchera plus pareil. Alors, à propos des grues cendrées, toujours, Aurélien Deschâtres, vous les suivez quasiment, je veux dire, pas à pas, non, mais vol par vol, ou battement d'aile par battement d'aile, depuis leur départ de l'Europe du Nord jusque dans le sud de l'Europe, et voire même un peu en Afrique du Nord, grâce à un réseau d'observateurs. La LPO Champagne-Ardenne coordonne depuis de très nombreuses années le réseau Grue France, donc qui regroupe une 60aine d'organismes donc à travers notre pays. Et qui permet donc de suivre en temps réel, donc notamment grâce à Internet. C'est vrai que ça c'est un outil pour ça qui est pas mal, puisque les mouvements sont prévisibles. On sait quand les grues, alors actuellement à l'automne, on sait qu'elles partent d'Allemagne, donc on sait que le lendemain matin, on est susceptible d'en avoir beaucoup au lever du jour. Si elles se sont arrêtées, hein, c'est pas obligatoire non plus, elles peuvent passer sans s'arrêter. Mais voilà, donc la magie quelque part est un petit peu perturbée par l'Internet, mais c'est bien pratique aussi pour les suivre et mieux les comprendre. Et les personnes qui participent à l'observation des grues cendrées, des passages, sont comme vous, alors vous, évidemment, vous êtes un professionnel, mais sont des bénévoles de la LPO et pas seulement. Oui, il faut des bénévoles, puisque notamment les compteurs sont des bénévoles. Donc là, on entend les petits sifflements, donc ça, c'est les jeunes de l'année. Il faut que vous lui réexpliquiez le cri du jeune de l'année, Aurélien Deschâtres. Donc quand on entend donc un groupe assez près, on entend donc le cri caractéristique, le clairon en fait de la grue cendrée. Et par contre, on entend aussi des petits cris aigus, donc des sifflements qui correspondent donc aux jeunes qui sont nés cette année et donc qui vont perdre ce sifflement dès le printemps prochain. Et ce qui est intéressant, c'est que les anciens en fait pensaient que les grues transportaient sur leur dos les petits passereaux, notamment les hirondelles, pour les emmener en Afrique. Alors que la grue, pour la petite anecdote, ne va pas en Afrique, reste en Espagne d'ailleurs. Mais voilà, donc les connaissances n'étaient pas les mêmes et on se demandait où passaient les oiseaux, et en fait ils y vont tout seuls, même les petits. Donc quand j'ai parlé d'Afrique du Nord tout à l'heure, j'ai commis une erreur. Oui, alors il y a des grues en Afrique du Nord, quelques centaines, mais c'est essentiellement des grues qui arrivent pas par notre voie de migration, mais par une voie qui passe par l'Italie du Sud. Alors ce spectacle, on l'a aujourd'hui au mois de novembre, et puis on va l'avoir dans l'autre sens au mois de février. Oui, spectacle différent tout de même, puisqu'on a déjà une migration rapide, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc les adultes vont se reproduire, donc ils se dépêchent. Et donc c'est une migration beaucoup plus rapide. De plus, le lac aura récolté les pluies d'hiver, et donc sera beaucoup plus haut, donc moins favorable, puisque ces fameux îlots seront pour une partie engloutis, et donc moins favorable pour des espèces comme la grue. Donc c'est une migration qui est complètement différente. Mais le spectacle reste le même. Oui, le spectacle reste le même, mais c'est vrai que nous, on conseille quand même aux gens de venir vraiment entre le 15 octobre et la fin novembre, puisque là, on est dans le pic de migration, et c'est là où le DER est libre de son eau, et donc propose ces vasières qui sont aussi favorables à l'observation d'autres espèces que la grue cendrée. La grue cendrée a niché en France jusqu'à quelle période, et peut-être même niche-t-elle à nouveau? On a une espèce qui a fortement régressé, comme on le disait tout à l'heure, par la chasse. Mais aujourd'hui, donc, on a des grues qui nichent en France. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui risque de s'intensifier, puisque en Lorraine, notamment, on a une quinzaine de couples qui sont suivis de près. Donc, on peut espérer qu'elle va réussir à renicher dans des zones humides un peu partout en France. Est-ce que la grue cendrée, Aurélien Deschâtres, n'est pas aussi finalement le symbole de la gestion désastreuse du patrimoine naturel, et en l'occurrence
ailée par l'humain, tout simplement parce que sa disparition et son absence de nidification est strictement liée à la chasse et à la modification des pratiques agricoles. Oui, les pratiques agricoles jouent un grand rôle. Alors c'est vrai que la grue, elle a profité de la maïsiculture, par exemple, qui a plutôt été néfaste pour d'autres. Mais globalement, il est clair que la suppression des zones humides, qui se déroule encore de nos jours, même si on nous dit souvent le contraire, mais on voit qu'il y a encore des grands projets sur des zones humides en France. Et donc, évidemment, toutes ces zones humides qui existaient ou nichaient la grue, c'est sûr que si elles ne sont plus là, la grue ne viendra plus nicher. On va laisser les grues cendrées se reposer ici sur le site de Chantecoq au lac du Der. Aurélien Deschâtres, on va retourner au chaud dans les bureaux. Alors moi, je suis frappé par l'ambiance quasi religieuse de tous les observateurs qui sont ici par dizaines, là aussi par groupe et par grappe, observés. Il y a un côté un peu mythique finalement dans tout ça. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage, ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoir, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel bien plus qu'un message, qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage, des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer Durablement vôtre, Éric Mutschler. Aurélien Deschâtres, comment devient-on chargé de mission à LPO Champagne-Ardenne? Alors les parcours sont très différents et très variés dans la structure. On a beaucoup de personnes qui ont fait des BTS, gestion et protection de la nature, c'est l'essentiel de l'équipe, que ce soit en animation, en protection. Moi j'ai un parcours un petit peu différent, puisque j'ai fait des études plus longues sur les facultés. Donc j'ai un master en environnement, donc équivalent en bac plus 5. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon stage de fin d'année s'est déroulé à la LPO Champagne-Ardenne. Et je veux faire passer le message aujourd'hui aux jeunes qui nous écoutent, qui voudraient travailler dans ce domaine. Donc c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois. Mais ce qui est important, c'est de se faire connaître des associations avant, puisque moi je suis bénévole à l'LPO Champagne-Ardenne depuis 2000, adhérent depuis 91, donc j'avais 10 ans. Et donc ils me connaissaient déjà, et donc j'ai été pris à ce stage de fin d'études. Et le dernier jour de mon stage, eh bien, le lendemain, j'ai été embauché. Donc je n'ai pas connu de période de recherche d'emploi, ce qui est plutôt appréciable par les temps qui courent. L'idée, c'est de montrer sa tête. Oui, c'est ça. Se faire connaître, montrer sa motivation, puisque c'est ça qui est le profil recherché, c'est ça. On n'apprend pas la nature de toute façon à reconnaître les oiseaux, les insectes et les plantes à la fac. Ce qu'il faut, c'est vraiment être passionné et montrer qu'on est motivé aux associations notamment, mais aussi aux parcs, aux réserves naturelles, etc. Et c'est comme ça, c'est en se faisant connaître par un petit réseau que on peut avoir des opportunités. Et d'où vous vient cette aujourd'hui passion pour les oiseaux, mais peut-être aussi pour la nature et l'environnement en général? Alors j'ai commencé en élevant les chenilles pour faire des papillons. Et dans le secteur où j'étais, alors c'est à côté de Châlons, donc c'est une plaine agricole intensive. Et bien j'ai pas mal repeuplé le secteur puisque chaque année je relâchais des milliers de papillons de certaines espèces. Donc c'est vrai que ça presque déséquilibrait le secteur puisqu'il y en avait beaucoup plus qu'ailleurs. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis mes parents rapidement m'ont emmené sur le Der puisqu'on était qu'à 1 heure de voiture. Et donc et c'est là où je suis tombé un petit peu amoureux du secteur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'y habiter. Je suis à 1 kilomètre des digues. Donc les grues cendrées, pour moi, c'est 6 mois de l'année, tous les jours. Donc c'est vrai que ça tombe plutôt bien d'être à cet endroit-là tout le temps. Alors quand on écoute votre histoire, Aurélien Deschâtres, vous devriez plutôt être entomologue aujourd'hui.
J'aime ça aussi, hein, à la LPO, faut savoir. C'est vrai que dans LPO, il y a O, donc qui veut dire oiseau. Mais aujourd'hui, on a bien sûr compris que pour protéger les oiseaux, il faut connaître et protéger tout le reste. Donc l'habitat, comme on a dit tout à l'heure, le milieu naturel, les autres espèces, les plantes. Et donc, on a plein de spécialités dans nos chargés de mission, que ce soit donc dans les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes, tout. Il faut connaître tout, les chauves-souris, par exemple. Même les chauves-souris à la LPO. Alors, on a bien compris cet élevage clandestin de chenilles en vue de repeupler les vastes plaines de Pouilles de la Marne, mais ça ne nous explique pas comment vous est venu justement, par exemple, cet attrait pour les chenilles. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a un grand-père, un père, une mère, une grand-mère qui vous amenait dans la nature, vous promener? D'où ça vient? Ben, mon père était professeur de sciences naturelles. Ah bah voilà, quand même. Donc déjà, peut-être, on a déjà fait ça un petit peu dans génétique, je dirais, peut-être. Donc lui s'est mis rapidement à s'intéresser aux orchidées. Et moi, j'ai commencé aussi à lui dire, eh bien, tiens, dans le jardin, est-ce que tu me laisserais bien un petit bout de jardin pour laisser fleurir les plantes sauvages? Résultat, aujourd'hui, son jardin est quasiment entièrement de plantes sauvages et la partie tendue est réduite à minima. Et c'est finalement, on vit pas plus mal avec un jardin un peu plus sauvage. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont des diplômes universitaires en particulier. Est-ce que vous pensez que le fait même d'avoir cette formation modifie l'action des associations de protection de la nature qui, préalablement, il y aurait toute une étude à faire et qui existe sans doute sur la professionnalisation des associations de protection de la nature. Est-ce que vous pensez que des personnes aujourd'hui formées de façon universitaire, arrivant et étant professionnelles de ces associations, modifient leur mode d'action elles-mêmes? C'est difficile à dire. Après, malheureusement, normalement, ce ne serait pas tellement aux associations de réaliser ce travail. La compétence de protection de la nature doit revenir à l'État. Alors, il est clair que les agents de l'État, c'est pas forcément des naturalistes. Et souvent, en plus, les budgets, quand on veut réduire les budgets, on réduit souvent sur l'environnement, alors que finalement, ils ne représentent pas grand-chose sur l'assiette globale. Mais malheureusement, voilà, on en est arrivé là, et c'est pour ça que les associations ont ce rôle très important et recherchent des profils de plus en plus pointus pour justement un petit peu contrebalancer les manques éventuels d'autres services qui, malheureusement, peuvent pas faire le travail qu'on peut réaliser, nous, pour eux. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Aurélien Deschâtres, chargé de mission à la LPO Champagne-Ardenne. Alors vous êtes un chanceux parce que vous travaillez du matin au soir et bien dans la nature, alors pas uniquement tout le temps avec les pieds dans les bottes, mais quand même 6 mois dans l'année avec pratiquement le nez au ciel à observer les grues cendrées quand elles sont présentes. Et puis vous nous disiez aussi à un moment donné que quelquefois c'est compliqué parce que les choses ne se passent pas comme on voudrait et que la nature continue à disparaître. Du coup, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Bah, je vais pousser plutôt un coup de gueule, effectivement, puisque la majorité des cas qu'on observe, c'est souvent des destructions de sites, des projets qui sont toujours placés sur un milieu naturel. Et ça, c'est assez usant. Et on peut reprendre l'exemple de cette fameuse cantine du village où se trouve la ferme aux grues. La cohérence dans la protection de la nature, c'est la protection de l'homme également. Et qu'on n'ait pas encore pris conscience que nos enfants peuvent manger des choses saines, bio, pour le même prix et qui viennent pas de l'autre côté de la France. Localement, on a un éleveur, on a des choses, on a des producteurs de légumes localement bio. Donc pourquoi ne pas passer à une agriculture, une cantine bio à l'école de ce village? C'est dommage. Il faut vraiment penser global, puisque la protection des espèces, ça passe aussi par notre espèce. Parce que la nourriture de cette école vient de loin, en l'occurrence, Aurélien Deschâtres. Elle vient de loin, elle est transportée tous les jours, donc du transport, du pétrole. Elle est transportée chaude, elle arrive chaude, elle n'est pas cuisinée, il n'y a pas de poste. En plus, ça pourrait créer des postes de cuisiniers. C'est vraiment c'est dommage, une nourriture industrielle quelque part, à grande échelle, et tout le monde pareil, et tous les villages ici, c'est tout pareil. Qu'est-ce qu'on attend pour changer les choses, Aurélien Deschâtres? Est-ce que vous avez pris contact avec les responsables de cette cantine? Est-ce que j'imagine que vous n'êtes pas les seuls parents à faire ce constat-là? Parce qu'après tout, on critique souvent la démarche écologique pour son prix. Là, en l'occurrence, économiquement, c'est probablement un désastre de faire venir de la nourriture chauffée de très loin. Voilà, politiquement, il n'y a pas moyen d'agir.
Bah, c'est pas forcément évident. C'est vrai que nous, à notre petite échelle, on croit qu'on est tout seul, alors que peut-être que d'autres parents pensent comme nous. C'est vrai que c'est pas forcément facile de mobiliser les représentants des parents d'élèves sur ces questions. Il y a d'autres priorités. Voilà, je ne sais pas, si je tenterai quelque chose, peut-être. Peut-être aux prochaines élections municipales. Peut-être, oui. On a souvent critiqué les associations de protection de la nature de se préoccuper davantage des animaux et que de l'homme. Or, à l'instant, vous venez de dire, mais Aurélien Deschâtres, que protéger la nature, c'est bien, mais c'est aussi à vocation de protection de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas là un peu, pas une contradiction, mais finalement, les associations sont rattrapées par une réalité de terrain, une réalité quotidienne, une réalité économique, et qu'il est nécessaire qu'elles replacent précisément l'homme au cœur même de leur combat. Extraire l'homme de la nature, c'est une erreur. Tout simplement, s'il n'y avait pas d'hommes, par exemple en France, on aurait des forêts sur quasiment tout le territoire, et donc un milieu nettement appauvri, favorable à des espèces forestières, mais uniquement à elles. L'homme, par ses activités agricoles notamment, crée des milieux. Donc c'est indispensable pour maintenir une biodiversité forte. Une prairie n'existe pas s'il n'y a pas l'homme. Une culture a son intérêt également. Une haie a son intérêt. Et ça, tous ces éléments sont uniquement créés par l'homme. Il faut absolument maintenir la présence humaine, les activités humaines. Mais bien sûr, il faut trouver l'équilibre. Sans compter que sans l'homme, la nature n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'homme. Bien sûr, c'est sûr. Ça veut dire quoi, Aurélien Deschâtres? Ça veut dire qu'il faut repenser l'activité de l'homme sur son environnement, l'impact, parce que ce que vous venez d'expliquer là, c'est pas forcément perceptible pour le commun des mortels de nos concitoyens. Est-ce que ça veut dire qu'on a encore beaucoup d'éducation à faire en matière d'écologie d'environnement? Oui, pour que ce soit perceptible, nos associations prennent des exemples simples. Quand je dis que les hirondelles disparaissent, ça parle à tout le monde. Quand je dis que les oiseaux comme la linotte, le bruant jaune, le verdier, des oiseaux qu'on trouve sur nos mangeoires l'hiver, sont en très fort déclin, c'est très mauvais signe, parce que ça, c'est des espèces qui n'étaient pas rares, qui sont communes, et pourtant en très fort déclin. Et ça veut dire que si ça commence par ces espèces-là, que ce soit les insectes qui déclinent, on en parle souvent, notamment par les abeilles, mais il faut voir derrière tous les pollinisateurs sauvages. Si ça commence par ce petit bout-là, au bout de la chaîne, c'est nous. Donc forcément, si on commence par un bout, on va finir par un autre. Donc moi, j'ai pas envie de disparaître tout de suite. Pour l'avenir, Aurélien Deschâtres, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Il faut rester optimiste. J'ai des enfants, donc tant que je ferai des enfants, c'est bien que je suis optimiste pour la suite. Merci beaucoup, Aurélien Deschâtres, pour cette découverte ici sur le lac du Der des grues cendrées et aussi de la LPO Champagne-Ardenne. Merci. Pour en savoir plus sur les grues cendrées et les oiseaux du lac du Der, mais aussi la nature en général, rendez-vous sur le site champagne-ardenne.lpo.fr qu'il faut soutenir comme toutes les associations de protection de la nature qui sont, hélas, les seuls remparts à la destruction de notre environnement. Vous avez pu écouter dans l'ordre La danse des grues par l'auteur, compositeur et interprète d'origine sud-coréenne Vincent Han. Je n'ai malheureusement pas trouvé la date de sortie. Krunk, la grue, dans la version réécrite par le père Komitas, 1869-1935, docteur en théologie et en musicologie, fondateur de la musique arménienne classique moderne et cofondateur de la Société internationale de musique, une célèbre chanson populaire en Arménie qui dit l'exil et la nostalgie de la terre perdue, interprétée ici par la soliste arménienne Anaïs Kalikman. Enfin, Un petit poisson, un petit oiseau de Juliette Gréco sur les paroles de Jean-Max Rivière et une musique de Gérard Bourgeois, paru en 45 tours en 1966. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.